Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur les politiques sociales. Alors sans plus attendre, c'est parti. L'heure est déjà venue de clôturer l'analyse de ce premier thème sur l'intervention de l'État dans l'économie. Ah bon? Mais avant cela, il est nécessaire d'analyser d'un peu plus près un des angles les plus importants des politiques économiques, à savoir les politiques sociales. Par politique sociale, il faut entendre ici toute politique économique ayant pour objectif la transformation par les pouvoirs publics des conditions de vie des salariés pour éviter les explosions sociales, la désagrégation des liens sociaux. En d'autres termes, ce sont les politiques destinées à garantir à la société des conditions de vie décentes et économiquement dignes. En s'appuyant sur tout ce qu'on a déjà pu dire préalablement sur les modalités d'intervention de l'État, les imperfections du marché et les outils dont dispose un État pour agir sur l'économie, il faut donc maintenant étudier la notion de redistribution, les objectifs des politiques sociales, les moyens de leur mise en œuvre, ainsi que le cadre offert aujourd'hui en France à ce qu'on appelle la protection sociale. Bon, bah on fait ça alors. Commençons par nous demander quels sont les objectifs de la politique sociale, la raison de leur existence, et pour ce faire, il faut s'attaquer à une notion fondamentale, celle de redistribution. Pour rappel, le fonctionnement de l'économie de marché permet la circulation entre les agents économiques de la monnaie et des richesses. Les ressources économiques dont dispose l'humanité sont ainsi naturellement réparties entre les ménages, les États ou les entreprises. C'est ce qu'on appelle la répartition primaire. Le problème, c'est que le marché ayant un fonctionnement imparfait, ces mécanismes conduisent inévitablement à des situations de grand déséquilibre. Certains agents vont, au fil du temps, capter une très grande partie des richesses, ne laissant que peu de ressources à d'autres agents économiques. Et cette situation n'est pas souhaitable pour l'économie. Les États doivent donc procéder à une redistribution des revenus et à une répartition secondaire ayant pour objectif d'être plus équitable. C'est pour cette raison que les États mettent en place des politiques de redistribution, comprenez par là des politiques dont l'objectif est de modifier la répartition primaire des revenus, tel est le cadre qu'on donne aux politiques sociales. Par le biais de prélèvements obligatoires, l'État va donc récupérer une partie de la richesse créée par le pays. Il va ensuite pouvoir redispatcher ces sommes sous forme de revenus de transfert aux agents économiques en ayant besoin. C'est ça qu'on appelle la redistribution. On distingue deux grandes catégories de redistribution. La redistribution verticale, tout d'abord, qui se fait en organisant un transfert des plus riches vers les plus pauvres, afin de rechercher une plus grande justice sociale. La seconde, la redistribution horizontale, consiste quant à elle à assurer la couverture des risques sociaux, notion sur lesquelles nous allons revenir. Avant cela, revenons d'abord sur la notion de justice sociale. Il s'agit d'une conception mettant en avant la recherche d'une plus grande équité entre les individus dans la répartition des richesses. L'existence d'inégalités trop grandes entre les plus riches et les plus pauvres n'est pas une situation souhaitable, tant pour des raisons morales que pour des raisons économiques. La justice sociale est donc une notion qui répond à cette nécessité de maintenir les inégalités dans des limites acceptables. Plusieurs notions permettent de dresser le constat de ces inégalités. Par exemple, les déciles permettent de classer la population par tranche de 10%, ce qui conduit à mettre des chiffres pour matérialiser et quantifier les écarts entre les individus. Ainsi, D1 correspond au seuil en dessous duquel on trouve 10% de la population et au-dessus duquel on trouve 90% de la population. A l'inverse, en D9, on a 10% de la population au-dessus de ce seuil et 90% en dessous. En calculant D1 sur D9, on obtient ce qu'on appelle le rapport interdécile. Il permet de mesurer les écarts de richesse entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres d'une population donnée. Lorsqu'on scinde la population en deux groupes, soit au niveau de D5, on parle alors de revenus médians. 50% de la population gagne davantage que ce revenu, l'autre moitié a quant à elle un revenu inférieur. Ce revenu médian est à rapprocher de la notion de pauvreté. On parle de pauvreté lorsqu'une personne ne gagne qu'une fraction du revenu médian. L'INSEE parle ainsi de pauvreté pour toute personne gagnant moitié moins que le revenu médian, alors qu'Eurostat au niveau européen retient dans ses analyses le taux de 60% du revenu médian. À l'heure où j'écris ces lignes, soit après la crise du Covid, on estime que près d'un Français sur 6 se situe sous le seuil de pauvreté, ce qui ne devrait pas manquer de faire réagir les décideurs politiques dans les semaines et les années à venir. Pour résumer, on peut donc dire que face à ces fléaux que sont la pauvreté ou les trop grandes inégalités, l'État a pour rôle d'intervenir dans l'économie grâce à ses politiques sociales et grâce à la redistribution, afin de rétablir une plus grande justice sociale et une meilleure situation économique. Ouais, bah faut le savoir ça. Dans cette démarche, la France a développé ce qu'on appelle la protection sociale. C'est l'ensemble des mécanismes et des institutions destinés à protéger les individus contre ce qu'on appelle les risques sociaux. Et
un risque social, c'est un événement de la vie qui a pour conséquence d'entraîner une perte de revenus. Le chômage, la retraite, la maladie, le handicap, mais également des événements heureux comme la maternité ou la paternité sont donc des risques sociaux dans la mesure où les personnes dans ces situations ne sont temporairement pas en capacité de travailler, ce qui les empêche de gagner un revenu. Par conséquent, la protection sociale regroupe toutes les institutions telles que Pôle emploi, les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'allocation familiale, qui luttent contre ces risques sociaux et organisent économiquement la redistribution des richesses. Dans la mise en œuvre de la protection sociale, deux logiques différentes cohabitent, la logique d'assistance et la logique d'assurance. Selon la logique d'assurance, une personne doit elle-même cotiser pour acquérir ses propres droits. Tel est par exemple le cas avec le risque chômage. Lorsque vous travaillez et que vous percevez un salaire, une partie de votre rémunération est prélevée sous forme de cotisation chômage. Ainsi, quand vous êtes amené à être au chômage et donc à être confronté à ce risque social, Pôle emploi vous versera alors une allocation chômage calculée en fonction de votre cotisation personnelle préalable. Ça revient à dire que vous vous êtes assuré contre le risque de chômage, d'où le nom de logique d'assurance. La logique d'assistance fait quant à elle appel à la solidarité nationale. Grâce aux sommes prélevées par l'État, grâce aux impôts payés par la collectivité, l'État organise une redistribution aux personnes dans le besoin sans qu'elles n'aient eu à remplir de conditions préalables. Tel est le cas par exemple pour la couverture maladie universelle ou pour le revenu de solidarité active ou RSA. On peut donc dire que l'État porte assistance aux personnes dans le besoin, d'où le nom de logique d'assistance. Vous l'aurez probablement deviné, mais le fonctionnement de la protection sociale et la polyvalence de ce système l'amènent à mettre en jeu des sommes considérables. C'est notamment pour cette raison que la protection sociale fait l'objet de nombreux débats économiques et sociaux que je vous propose d'analyser. J'allais vous le proposer. Comme on l'a déjà dit, le financement de ce système nécessite des prélèvements obligatoires, des cotisations sociales d'une part pour financer les mécanismes reposant sur la logique d'assurance, avec pour le payeur une contrepartie personnelle et directe, et les impôts d'autre part pour financer les mécanismes relevant de la logique d'assistance, tels la CSG, contribution sociale généralisée, ou la CRDS, contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui eux n'offrent pas de contrepartie personnelle directe. Compte tenu du fait que tous ces mécanismes mobilisent plusieurs dizaines de milliards d'euros, la question de l'efficacité de la protection sociale se pose donc régulièrement. Et pour en juger, il faut vérifier si le système est ou non effectivement redistributif. Et comme souvent en économie, on peut trouver autant d'arguments allant en faveur qu'en défaveur de l'efficacité de la protection sociale. Concernant la conception même du système fiscal, tout d'abord, une partie du débat tourne autour de savoir comment fonctionnent concrètement les impôts. On distingue à ce titre les impôts progressifs, appelés ainsi car leur taux évolue, ils progressent en fonction du revenu du contribuable, et les impôts proportionnels, qui eux sont appelés ainsi car leur taux est fixe, ce qui rend le montant proportionnel à la valeur imposée. Or, d'un point de vue économique, seuls les impôts progressifs sont réellement redistributifs, ce qui est logique puisque leur mode de calcul, avec un taux qui augmente en même temps que le revenu du contribuable imposé, conduit les personnes les plus riches à payer davantage d'impôts que les personnes les moins aisées. Les impôts progressifs, comme l'impôt sur le revenu, amènent donc les plus riches à payer davantage pour financer des dispositifs versés prioritairement aux personnes les moins aisées. Cela amène une redistribution verticale des revenus. A l'inverse, les impôts proportionnels tels que la TVA ont un taux fixe qui ne permet pas une telle redistributivité. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, les impôts progressifs ne représentent que 25% des recettes fiscales de l'État. Par conséquent, on peut dire que seul le quart des prélèvements représente en tant que tel un aspect redistributif, ce qui nuit, au final, à la réduction globale des inégalités. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Cette même logique se retrouve au niveau des prestations elles-mêmes. Certaines d'entre elles sont versées sous condition de ressources et bénéficient donc davantage aux personnes moins aisées. En revanche, d'autres prestations ayant un caractère plus universel sont accordées indépendamment du revenu du bénéficiaire, ce qui s'avère moins redistributif. Par ailleurs, ce débat économique porte également sur la question du service public, ses missions organisées et financées par l'État afin de profiter à tous et de répondre à l'intérêt général. Là aussi, certains services publics, notamment l'éducation ou la santé, permettent à tous d'accéder à un niveau de formation minimal ainsi qu'aux hôpitaux. Les services publics est donc redistributif et contribue à l'égalité des chances. Toutefois, cette logique est partiellement mise à mal par l'existence de mutuelles complémentaires ou de formations de longue durée ou de formations privées, qui cette fois ont tendance à bénéficier davantage à des personnes plus aisées et donc à ne pas réduire les inégalités.
Enfin, le débat sur l'efficacité de la redistribution doit également envisager la question des difficultés de financement. Depuis les années 90, la sécurité sociale est déficitaire, elle dépense plus qu'elle ne gagne. On parle du trou de la sécurité sociale pour désigner ce déficit devenu chronique, qui s'est creusé jusqu'à 28 milliards d'euros avant de redescendre progressivement pour être de 5,4 milliards d'euros en 2019. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas ce que je lis là, c'est quoi ça? Bah ça c'est la somme qu'on doit, il paraît. Combien? Beaucoup d'éléments sociaux sont donc à prendre en considération pour analyser cette question. Le vieillissement de la population, l'augmentation de l'espérance de vie font que davantage de personnes ont besoin de protection sociale. En outre, le contexte économique morose, aggravé en 2020 par la crise Covid, nuit au fonctionnement et au financement de la protection sociale compte tenu du chômage que ce contexte engendre. Tous ces éléments doivent donc vous amener à prendre position sur ces diverses questions. La protection sociale telle qu'elle est organisée actuellement est partiellement efficace et sert effectivement à limiter la pauvreté et à assurer une redistribution des revenus à des fins de justice sociale. Néanmoins, cette efficacité ne doit pas masquer les limites d'un système que les politiciens ne manquent pas de réformer régulièrement en fonction de leur couleur politique. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, ciao, bonsoir.